corriger Alcène, parce que je ne pense pas avoir le temps de faire une autre séance de TD. Donc, c'est à vous de finir le TD Alcène. Et puis, si vous avez des soucis, bah, vous m'appelez, vous mettez un message. A priori, je réponds toujours, hein, plus ou moins en retard. C'est vrai que le lundi Pentecôte, j'ai un peu moins travaillé, peut-être, si j'ai fait quand même le DS de thermodynamique. Ok. Donc, troisième chapitre sur les fonctions, une nouvelle fonction, les dérivés monohalogénés d'alcanes, Rx ou X et un halogène. Le fluor, on ne l'utilise pas beaucoup parce que la liaison carbone-fluor est assez forte, autoréactive, donc plutôt chlore, brome et iode. Alors un tout petit peu de nomenclature, elle est très simple. On rajoute le nom d'halogène suivi d'un O avant le nom de l'alcane. CH3, CH2Br, il y a 2 carbones, c'est un dérivé de l'éthane. Ça va donc s'appeler du bromoéthane. Alors CH3, 3 fois CCl. Dessinons la molécule d'abord, peut-être, que ce soit plus propre, enfin plus clair. Là voilà. Donc vous mettez votre chaîne carbonée, un carbone qui porte 3 CH3 et un chlore. Donc c'est un dérivé du propane. Il y a en position 2 un méthyle et un chlore. Donc 2 chloro, 2 méthyle, propane. On met d'abord le chlore parce que ça commence par un C, voilà, alors que le méthyle. Donc on suit l'ordre alphabétique. 2 chloro, 2 méthyle, propane. La classe, c'est comme les carbocations, c'est comme les radicaux. On regarde le nombre de carbones voisins. Un CH3Cl, il est lié à 0 carbone voisin, on dit que le carbone est de classe 0. Un CH3CH2Cl, le carbone qui porte le chlore est lié à 1 carbone, il est de classe 1, puis classe 2, classe 3, et on ne peut pas aller au-dessus, évidemment. Ces composés ne sont pas naturels, donc on va les fabriquer à partir d'alcanes, les alcanes qu'on va trouver dans le pétrole, tout simplement, à partir de X2. X2 n'est pas naturel non plus, donc vous savez comment on fabrique par exemple du dichlore, on le fait par électrolyse du chlorotosodium. Donc même chose avec le dibrome n'est pas naturel, mais on va le fabriquer à partir de Br-, etc. Donc la réaction, c'est la réaction de chloration ou bromation, etc. Donc halogénation de manière générale d'un alcane, dont on a vu le mécanisme, c'est une réaction radicalaire en chaîne, avec amorçage, propagation, terminaison. Je vous invite, si vous n'avez plus, à regarder le mécanisme dans le cours de cinétique. Alors, on connaît une nouvelle façon de fabriquer un Rx, d'après le chapitre précédent. Un alcène fait une hydrohalogénation pour donner un Rx, en passant par un carbocation, et avec une régiosélectivité selon la règle de Markovnikov. Ça, c'est ce qu'on a vu dans le chapitre précédent. On verra dans le chapitre suivant, chapitre alcool, qu'un Rx peut se fabriquer à partir d'un ROH. Données spectroscopiques, pas très facile à voir en infrarouge. Par contre, dans RMN, les H qui sont sur le carbone qui porte halogène sont déblindés. Les halogènes étant plus électronégatifs, le carbone est delta+, donc le H est delta+, aussi. Un H delta+, il a un petit bouclier électronique, donc il est déblindé. D'accord, donc déplacement chimique plus élevé que la moyenne. La réactivité est très simple. Le carbone est lié à un halogène. L'halogène est plus électronégatif, il est delta-. Le carbone est delta+. Le carbone est électrophile. On a envie de dire X est nucléophile. Bah, pas tellement, parce qu'en fait, il fait qu'une liaison. Il n'a pas tellement envie d'en faire deux. Donc, il n'est pas vraiment nucléophile. Donc, c'est essentiellement les électrophiles sur le carbone. Les réactions, on verra cette année les substitutions nucléophiles et les bêta-éliminations. Et vous verrez en deuxième année la préparation des organomagnésiens, donc par exemple un RCl ou Rx de manière générale, avec du magnésium solide, métallique, et le métal s'intercale entre les deux et fait un RMGX, qu'on appelle un réactif de Grignard, ou organomagnésiens, qui sont très bizarres, une réactivité très particulière. Alors, la réactivité dépend de l'halogène. Si vous avez une liaison carbone-fluor, c'est une liaison forte, 452 kJ par volt. Et en plus, le fluor est un petit atome, donc ça veut dire que son nuage électronique est peu polarisable.
Donc, c'est une liaison qui est difficile à casser. Vous connaissez le téflon, donc, qui sert de surface antiadhésive sur les poêles. Hein. Eh bien, c'est du polyéthylène où les fluors, enfin plutôt les hydrogènes, ont été remplacés par des fluors. Donc, c'est du coup du polytétrafluoroéthylène, PTFE. Et le nom commercial, c'est téflon. Mais le nom chimique, sinon, c'est PTFE, polytétrafluoroéthylène. Et ça résiste à des très hautes températures. Hein, donc, ce qui vous montre que la liaison CF est très peu réactive. Alors que la liaison carbone I est beaucoup moins forte. Et en plus, l'atome est beaucoup plus gros. Donc là, le nuage électronique est beaucoup plus polarisable. Et la liaison est beaucoup plus réactive. Donc un dérivé RI est beaucoup plus réactif qu'un dérivé RF. Alors, je vous avais demandé ici de compléter. Donc, on avait déjà vu ça un petit peu dans la réactivité. Donc, H-, on regarde, c'est une base. Oui, bien sûr, c'est une base. C'est une base de Lewis aussi. Une base de Bronsted, base de Lewis. Nucléophile, oui, riche en électrons. Donc, c'est ici, c'est le caractère nucléophile qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en face, j'ai pas d'acide. J'ai pas d'acide de Lewis, j'ai pas d'acide de Bronsted. Et par contre, j'ai un électrophile. Donc on garde les caractères qui s'accordent. Bah, si un électrophile, je cherche nucléophile. Nucléophile plus électrophile, ça y est, la réaction démarre. Le nucléophile attaque le carbone électrophile, donc autrement dit, on fait une liaison CO. Et s'il y a 4 liaisons, il faut en casser une. On casse la plus fragile, c'est la liaison polarisée, avec le départ des électrons vers le chlore. Donc on obtient à gauche du méthanol, par action de HO- qui s'est lié à CH3, et départ de Cl-. Donc on appelle ça le nucléofuge, celui qui s'en va. Donc c'est simplement ça, une réaction de substitution nucléophile. L'halogène s'en va et est remplacé par un groupe nucléophile qui arrive. Donc si le nucléophile est chargé nu-, l'équation bilan sera nu- plus Rx donne R nu plus X-. Et si le nucléophile n'est pas chargé, on verra qu'il y a besoin de se débarrasser d'un H+, donc il y aura un H+, dans l'équation bilan. Alors, si on prend cette réaction de HO- sur Rx, alors HO- c'est NaOH en fait, donc NaOH dans un solvant mélange eau-éthanol, on obtient un alcool comme produit, plus un sous-produit X-. Et puis il y a Na+ de chaque côté en fait, pour l'électroneutralité. J'étudie la vitesse de réaction et je m'aperçois que dans la vitesse de réaction, il y a deux termes. Il y a un terme en K1Rx et un terme en K2RxHO-. Donc un terme d'ordre 1, un terme d'ordre 2. C'est une somme de deux vitesses. Si c'est une somme de deux vitesses, ça veut dire qu'il y en a deux mécanismes qui coexistent pour cette réaction. Un mécanisme d'ordre 1, qui logiquement va s'appeler SN1, un mécanisme d'ordre 2, SN2. Donc le chiffre ici, c'est l'ordre de la loi de vitesse. Et on s'aperçoit que ça dépend du Rx que vous utilisez. Donc prenons un Rx de classe 0, CH3Br, et on est capable de voir que la vitesse de ce terme, donc on va l'appeler V2, par rapport à celui-là, donc je fais le rapport V2 sur V1, donc Rx s'en va, et du coup ça donne K2HO- sur K1, vaut 611. Autrement dit, V1 est négligeable, on n'a quasiment que V2. Donc on peut dire que le mécanisme est quasiment 100% à SN2. Dérivé de classe 1, le rapport des vitesses vaut 122, autrement dit, on peut négliger le petit V1. Pareil, c'est V2 qui prédomine, donc c'est SN2. Classe secondaire, le rapport vaut 2. Alors le rapport vaut 2, alors on ne peut pas négliger l'un devant l'autre. Donc c'est un mélange des deux mécanismes, SN1 et SN2. Et enfin, un tertiaire, on s'aperçoit que le rapport V2 vaut 0, donc K2 vaut 0, donc V2 vaut 0. On a uniquement SN1. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va retenir. Selon la classe du Rx, on a SN2 ou SN1. Si la classe est petite, c'est SN2. Si la classe est grande, tertiaire, c'est SN1. Et si la classe est secondaire, bah, c'est intermédiaire. C'est un mélange des deux. Donc ça, c'est ce que j'ai déjà dit. Classe 0 et 1, réaction d'ordre 2. Ah, on peut dire au passage que la réaction
les ordres sont égaux au coefficient stoichiométrique. Ça s'appelle suivre la loi de Van 't Hoff. Et puis, tu as 3, la vitesse vaut V1, qui est un Rx, donc c'est une SN1. Tiens, ça ne suit pas Van 't Hoff. Ça ne suit pas Van 't Hoff. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Une réaction dont la loi de vitesse ne suit pas la loi de Van 't Hoff. Il y a des intermédiaires réactionnels? Autrement dit, c'est une réaction complexe qui passe par des intermédiaires réactionnels. Et si ça suit Van 't Hoff, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est possiblement une réaction directe. C'est ça. Ça peut être une réaction simple, on dit plutôt réaction simple, sans intermédiaire réactionnel, ou alors c'est une réaction complexe. Donc les deux sont possibles. Tandis que si ça ne suit pas Van 't Hoff, on est sûr que ce n'est pas une réaction simple, c'est forcément une réaction complexe. Donc il faudra proposer dans le mécanisme un passage par un intermédiaire réactionnel. Donc si vous avez vu que cet intermédiaire, c'est un carbocation. Allons-y pour la présentation du mécanisme. Donc SN2 a lieu pour les Rx de petite classe, 0 et 1, et secondaire, il y a un mélange des deux. Alors j'ai fait exprès, j'ai pris un secondaire. Du coup, je vais présenter soit SN2, soit SN1. Donc je commence par SN2 sur ce secondaire. Alors à quoi on voit qu'il est secondaire? Donc c'est 2 bromobutane, 2 R. Donc 2 R veut dire la configuration du carbone asymétrique. Vous classez les substituants avec le H qui est en arrière. Donc l'OICIP est devant, regarde vers le substituant 4. 1 vers 2 vers 3, ça tourne vers la droite. C'est bien une configuration grand R. OK. Le carbone qui porte le brome est lié à 2 carbones. Il est de classe secondaire. Un Rx de classe secondaire peut suivre SN1 ou SN2. Ici, je vais utiliser un solvant qui favorise SN2. On verra que c'est un solvant peu polaire et inversement, qu'un solvant polaire, lui, va favoriser l'autre mécanisme. Et le mécanisme est tout simple. Le nucléophile attaque. Br- s'en va. Ah oui, mais HO- il arrive comment? Eh bien, il arrive en anti, c'est-à-dire à 180 degrés de la liaison carbone-brome qui se casse. Si Br est en avant, HO- est obligé d'arriver par l'arrière. Mais alors, on obtient quoi, du coup? S'il arrive par l'arrière, le voilà, il est là. Il est arrivé par l'arrière, HO-. Et du coup, H qui était en arrière, forcément a basculé vers l'avant. Donc je vous ai proposé un autre dessin, pour qu'on voit mieux. Je mets le brome dans le plan. H- doit arriver de l'autre côté, par la droite, alors que Br est vers la gauche. Autrement dit, la liaison qui se forme à 180 degrés par rapport à la liaison qui se casse. Attaque anti. Donc on obtient H- qui est arrivé par la droite, et les substituants, ils ne peuvent pas rester bloqués à droite, parce que ça ne va pas faire un joli tétraèdre. Donc ça veut dire qu'ils ont basculé. Donc CH2, CH3 bascule vers la gauche, CH3 bascule vers la gauche en restant devant, donc il reste devant, et H bascule vers la gauche en restant derrière. Donc les 3 substituants basculent, un peu comme un parapluie qui se retourne en coup de vent. Quand il y a un coup de vent, vous voyez, il était vers la droite, hop, le coup de vent, et ça y est, les substituants sont partis à gauche. Donc ce basculement des substituants, c'est l'inversion de Baldén. Et du coup, si on regarde la configuration, ici on avait une configuration R, et on obtient uniquement ce stéréoisomère de configuration S, et on n'obtient pas l'autre, c'est-à-dire le R. Donc, le basculement des substituants induit un changement de configuration ici, R donne S. Profil énergétique. Alors, je sais que la réaction exothermique, pourquoi je le sais? Parce que je sais qu'une liaison CO, c'est très fort, et c'est plus fort qu'une liaison CBr. Donc, si vous regardez dans la page 54, la liaison CBr, elle est à 293 kJ par mol. La liaison CO, elle est plutôt à 400 kJ par mol. Donc, il y a une différence de 100 kJ par mol. Cette différence, eh bien, du coup, ça veut dire que les produits sont 100 kJ par mol en dessous des réactifs. Donc, la réaction libère de l'énergie thermique. La réaction est exothermique. Donc, je sais que les produits sont plus stables que les réactifs.
Et ensuite, ça se fait en une seule étape, donc pas d'intermédiaire réactionnel, donc un seul col d'énergie à franchir, une seule énergie d'activation, et ici avec le complexe activé. Donc le complexe activé ressemble à quoi? La liaison carbone-brome est en train de se casser, alors que la liaison carbone-oxygène est en train de se former. Donc les pointillés, ce sont les liaisons en évolution, en cours d'évolution. Et elles sont à 180 degrés l'une par rapport à l'autre. Et les substituants ont commencé à basculer. Et donc on a un environnement, on a envie de dire, il y a 3 voisins plus 2, il y a 5 voisins, il est du genre AX5,0. AX5,0, environnement bipyramidal à base trigonale. Vous voyez la base trigonale, et puis les deux sommets. Sauf qu'il y a 2 liaisons en cours d'évolution. Donc attention, le carbone ne fait pas 5 liaisons, il fait 3 plus 2 demi. Donc c'est pas 5 vraies liaisons. Donc on a dit que c'est une réaction simple, bimoléculaire. Donc la vitesse selon le mécanisme, bah, c'est k fois les deux réactifs, et ça correspond bien avec la vitesse expérimentale. Donc mon mécanisme est possible en accord avec les données expérimentales. Il y a une deuxième indication qui me dit que mon mécanisme est possible et cohérent, c'est l'aspect stéréochimique. On a vu que H- a été obligé d'aller attaquer par l'arrière, donc il se retrouvait en arrière dans le produit. Donc on avait ce qu'on appelle un produit d'inversion de configuration à 100%, et on n'obtient pas H- qui attaque par l'avant. Ça n'a pas lieu. On appellerait le produit de rétention de configuration. Donc ces deux produits entre eux, bah, il y a le S et le R, ce sont deux énantiomères. Eh bien la réaction n'est pas énantiosélective, pardon, la réaction est énantiosélective. Elle sélectionne un des deux énantiomères, d'accord. Donc la SN2 est stéréosélective, et en l'occurrence ici énantiosélective, à cause de cette attaque anti qui fait basculer les substituants. Donc on n'obtient pas n'importe quelle configuration. Est-ce que ce point est clair? Parce que souvent, ça, c'est pas très évident. Monsieur, Oui. j'ai pas vraiment compris comment ça, le H se retrouvait au premier plan alors qu'avant il était au second plan. Enfin, D'accord. C'est l'inversion de Walden qui n'est pas forcément simple. Alors, ce qui serait pas mal éventuellement, c'est si vous avez un modèle moléculaire sous la main. Donc, ici, H au moins, il manque un petit bout de flèche d'ailleurs ici, H au moins, attaque, mais il ne peut pas attaquer n'importe comment. Il ne peut pas attaquer du côté où il y a le brome. Le brome est en avant, alors H au moins est obligé d'attaquer par l'arrière, à 180 degrés par rapport à la liaison carbone-brome. Donc s'il arrive par l'arrière, nécessairement, il va se retrouver en arrière. Et le H, lui, il a été obligé de basculer. En fait, il n'y a pas que le H qui bascule, il y a toute la chaîne, il y a les trois substituants. Donc on le voit beaucoup mieux sur cette représentation. H au moins arrive par la droite, BR s'en va par la gauche, et les trois substituants, le H et les groupes alkyles, basculent. Donc basculent d'abord comme ça, puis complètement vers la gauche. Donc le CH2CH3 bascule. Le CH3 bascule en restant en avant. Et ce truc-là, vous pouvez le redessiner et vous verrez que c'est la même molécule que celle-ci. Alors comment on est sûr? Faites la configuration absolue, vous voyez, je l'ai fait ici. Je mets le H est en arrière, parfait, le CIP est donc devant. 1 vers 2 vers 3, ça tourne vers la gauche, c'est bien une configuration S. Et regardez celui-là, c'est bien une configuration S, oui, parce que H est en avant, donc le CIP est derrière, donc il voit l'inverse de ce que vous voyez. 1 vers 2 vers 3, ça tourne vers la droite, donc l'œil CIP qui est derrière voit vers la gauche. Donc ça, c'est un moyen infaillible. C'est bien la même molécule, celle-ci et celle-ci. Donc il y a bien eu la version de Walden. Donc je pense que pour bien le voir, il faut prendre ce deuxième dessin, parce que celui-là n'est pas forcément très simple en topologique. Le plus simple, c'est en développant un petit peu plus, peut-être, et en mettant les liaisons qui se forment et qui se cassent dans le plan du tableau, dans le plan de votre feuille. Parce que quand c'est en avant en arrière, c'est un peu plus subtil. Donc quand vous avez un doute, mettez ce qui vous intéresse dans le plan de la feuille.
pense que normalement, ce dessin, vous le comprenez bien. Et quand vous serez à l'aise, après, hop, vous passerez en topologique, ça va plus vite. Voyons le deuxième mécanisme, et puis après on reprendra s'il y a besoin sur ces histoires d'inversion. Alors, SN1 a lieu pour les risques de classe secondaire et tertiaire. Alors, c'est pas un hasard. Secondaire, tertiaire, tiens, qu'est-ce qui se passe quand on est secondaire et tertiaire? Les carbocations deviennent plus stables. Donc, ça devient plus facile de passer par un carbocation. Et justement, on va voir que SN1 passe par un carbocation. Donc, prenons notre composé de tout à l'heure et mettons-le dans un solvant qui favorise SN1. La première étape dans le mécanisme SN1, c'est de la cassure de la liaison carbone-brome. C'est une liaison polarisée qui se casse sous l'influence du solvant, à condition qu'il soit polaire. Donc un solvant polaire ionisant, comme par exemple l'eau. Et dans ce cas-là, vous cassez la liaison carbone-brome. Vous obtenez quoi? Eh bien, vous obtenez un carbocation, avec des parts de Ber-. Donc, vous perdez le carbone asymétrique au passage. Le carbone, vous voyez, il a une lacune, il n'a plus que 3 liaisons, il a un plus parce qu'il n'a que 3 électrons propres au lieu de 4. Et c'est un carbocation secondaire. Secondaire, on a vu que c'était relativement stable. Tertiaire, ça sera encore mieux, mais là, c'est secondaire. Et c'est plan autour du carbone qui porte la lacune. Environnement trigonal plan, localement plan, on va dire. Une fois qu'on a formé un carbocation, c'est un super électrophile. Donc dans le milieu, vous prenez n'importe quel nucléophile, il y a H-, comme nucléophile, c'est le meilleur. H- attaque le carbocation. Et le OH, cette fois-ci, comme c'est plan, il peut arriver par devant ou par derrière. Par devant ou par derrière. Et il a autant de chances d'arriver par devant que par derrière. Donc ça se fait à la même vitesse, à la même constante de vitesse, donc la même vitesse. Donc il y a autant de l'un que de l'autre. Donc 50-50 de chacun. 50 avec H- vers le haut, comme Br, donc produit de rétention de configuration. Le H- vient occuper la place que occupait Br. Et puis 50% d'inversion de configuration avec HO qui est arrivé par l'arrière. Donc là, le fait de passer par un carbocation, on perd le carbone asymétrique, et du coup, forcément, après, on forme les différents stéréoisomères possibles. Donc la réaction n'est pas stéréosélective. Il y a un mélange racémique, donc sans activité optique, par compensation des pouvoirs rotatoires. Donc c'est un mécanisme complexe, une réaction complexe, en 2 actes élémentaires. Avec le CD, l'étape difficile, regardons. Première étape, il faut casser une liaison, former un annière ou en énergie. La deuxième étape, c'est former une liaison. Former une liaison, c'est facile, ça va vite, c'est favorable. Donc 2, c'est rapide. Et 1, casser une liaison et former un intermédiaire réactionnel ou en énergie, c'est difficile, donc c'est lent. L'étape lente, c'est l'étape 1, c'est le CD. Elle est monomoléculaire, d'où le nom SN1. Le profil énergétique est un petit peu plus complexe. Alors, c'est normal, c'est une réaction complexe. Les réactifs, les produits, même niveau, le produit est plus stable. Il y a un carbocation secondaire. Alors, en fait, c'est l'énergie de tout le monde, c'est l'énergie du carbocation, plus de Br-, plus de l'eau. Plus de H-, pardon, c'est une erreur là, c'est H-. Il y a un intermédiaire réactionnel. Pour passer à l'intermédiaire réactionnel, on passe un premier col d'énergie avec un premier complexe activé que je ne me suis pas embêté à dessiner. Et ensuite, on va vers le produit en passant par un deuxième complexe activé. Donc énergie d'activation EA1, EA-1, EA2. L'étape difficile, c'est la première, avec la grande énergie d'activation, avec la petite constante de vitesse, avec donc c'est le CD. La deuxième est rapide. Petite énergie d'activation, grande constante de vitesse K2. Donc en pratique, une fois qu'on bascule là, ensuite, on bascule tout de suite là, et puis V2 égale quasiment V1. L'étape 1 pousse la vitesse aux étapes suivantes. C'est le CD.
Expérimentalement, on a une loi de vitesse d'ordre 1, c'est pour ça qu'on avait appelé le mécanisme la réaction SN1. Ici, la vitesse sur le mécanisme, alors c'est un peu plus compliqué, on part de définition le plus simple, D de ROH sur DT, V2. V2, c'est un acte bimoléculaire qui a 2R plus H au moins. Ah, il y a un IR ne doit pas figurer dans une loi de vitesse. Donc j'applique la EQS à l'IR. R plus est formé par l'étape 1, donc je fais 1, il est détruit par moins 1, il est détruit par 2. Donc j'arrive à cette équation, je remplace avec les expressions de vitesse, j'en déduis R plus, et j'envoie ça dans la vitesse. Et j'obtiens un truc horrible, où il y a le réactif RBR, H au moins, et puis il y a aussi le produit BR-. Donc j'ai envie de dire, la réaction ne suit pas... Enfin, la loi de vitesse, il n'y a pas d'ordre. Voilà, pardon. La loi de vitesse n'admet pas d'ordre. Oui, mais expérimentalement, on a vu que c'était qu'un RBR. Alors, on cherche une raison, ben on dit, ah ouais, mais peut-être que s'il y a un terme prépondérant devant un autre, tiens, si le terme K-1 BR- était tout petit devant celui-là, on le néglige dans une somme, oui, on peut l'enlever, donc je néglige ce truc-là. Et puis du coup, K2 se simplifie, H au moins se simplifie, et il me reste qu'un RBR. Ah oui, donc effectivement, si V-1 est petite devant V2, alors on a bien une réaction d'ordre 1, si en accord avec l'expérience. Donc le mécanisme devient possible. Donc c'est bien le bon mécanisme avec une vitesse V-1 très petite devant V2. Donc si je reviens à mon profil, ça veut dire qu'effectivement c'est un dos de chameau avec une petite bosse à droite et une grande bosse à gauche. Donc une fois qu'on a passé la première bosse, bah, statistiquement ensuite on va directement au produit et on ne revient pas en arrière. Parce que la deuxième bosse est plus petite. Donc le A2 étant plus petit que A-1, K2 est beaucoup plus grand que K-1, et on bascule, ça y est, vers les produits. Aspect stéréochimique. Vous êtes parti d'un énantiomère pur, donc il y a un pouvoir rotatoire non nul. Vous passez par un carbocation, vous perdez le carbone asymétrique. Ce carbocation se fait attaquer de manière équiprobable par devant et par derrière. Donc vous obtenez les deux énantiomères possibles. En mélange racémique, 50-50. Le pouvoir rotatoire est nul à la fin. Donc vous vous rappelez que je vous avais dit, il n'y a pas possibilité de création de pouvoir rotatoire ex nihilo. S'il n'y en a pas au début, il n'y en a pas à la fin, sauf s'il y avait éventuellement un catalyseur chiral. Inversement, s'il y a du pouvoir rotatoire au début, il n'y en a pas forcément à la fin. On peut détruire du pouvoir rotatoire. Pourquoi? Il suffit de passer par un intermédiaire où le carbone asymétrique disparaît. Donc le fait que le pouvoir rotatoire disparaisse nous montre qu'on est à un moment dans le mécanisme qu'on a perdu la symétrie, donc on a perdu le carbone asymétrique. Donc ça, c'est en accord avec le fait qu'on passe par un carbocation avec perte du carbone asymétrique. Donc la SN1 est non stéréosélective à cause du passage par le carbocation localement plan, qui peut se faire attaquer d'un côté ou de l'autre. Est-ce que ça va jusque-là? Moi, monsieur, j'ai une question. Oui. Je comprends pas trop pourquoi on peut dire que la réaction, elle est non stéréosélective, là. Alors, il y a deux alcools. Il y a un carbone asymétrique. Je ne l'ai pas mis... Attendez, voilà. Donc ici, il y a un carbone asymétrique. Vous pouvez mettre une petite étoile. Il y a donc deux stéréoisomères possibles, deux énantiomères. Et vous les formez en quantité égale. Donc, quand il y a plusieurs produits formés en quantité égale, c'est par définition non sélectif. Ce sont des stéréoisomères, donc elle n'est pas stéréosélective. Et je pourrais préciser, ce sont des énantiomères, donc elle est non énantiosélective. Donc, virgule, ici, non énantiosélective. Ok, merci. Monsieur, Oui. pourquoi, quand c'est un mélange racémique, on n'a plus de pouvoir rotatoire? Parce que vous savez que les énantiomères ont des pouvoirs rotatoires opposés. Donc il y en a un qui est forcément dextrogire et l'autre lévogire. Comme il y en a autant de l'un que de l'autre, les pouvoirs rotatoires se compensent.
D'accord, merci. Donc c'est optiquement inactif par compensation des deux pouvoirs rotatoires. Donc on retient SN2, une seule étape. Alors attention au piège. SN2, 2 veut dire quoi? 2 veut pas dire 2 étapes. 2 veut dire l'étape cinétiquement déterminante est bimoléculaire. La loi de vitesse est donc d'ordre 2. Et il se trouve qu'il y a une seule étape bimoléculaire. SN1, 1 veut dire l'étape cinétiquement déterminante est monomoléculaire, donc la loi de vitesse est d'ordre 1. Et c'est une réaction en 2 étapes avec passage par un intermédiaire réactionnel carbocation. Donc faites bien attention à ça, ce que veut dire ce 1 et ce 2. Alors on verra un petit peu plus tard pourquoi c'est SN1 et SN2, mais on a déjà l'explication avec le mécanisme. Si c'est de classe 2 ou 3, on va passer par un carbocation de classe 2 ou 3, et on sait que c'est le plus stable. Donc le passage par un carbocation va se faire à partir du moment où le carbocation n'est pas trop instable. Classe 2 et 3. Classe 0 et 1, le carbocation serait trop instable, donc ça n'a pas lieu. Et dans ce cas-là, comme on ne passe pas par un carbocation, alors on le fait en une seule étape sans passer par un intermédiaire réactionnel. Donc ça, j'y reviendrai dans un cours suivant. Voilà, je vous propose pour continuer la séance un petit exercice. Alors, on va prendre un petit peu de temps puisque vous n'avez pas forcément préparé si vous avez... Je ne sais pas si vous avez le temps. Donc, dessiner le réactif. Donc, il faut d'abord déchiffrer. Prévoir si c'est une SN1 ou une SN2. Pourquoi? Écrire le mécanisme. Dessiner les produits obtenus. Évidemment, sous-entendu en précisant les quantités de chacun si on peut. Et puis, une fois qu'on a écrit le mécanisme, on peut en déduire l'équation de bilan. Donc, je vais vous laisser un petit temps de réflexion peut-être, au vu de ce qu'on vient de voir. Bon, si vous l'avez déjà cherché, prenez le TD Alcène et puis continuez là, par exemple. Et je vous commence ça d'ici, on se donne 5 minutes. Voilà, d'ici 5 minutes.
Alors, on va commencer à regarder ensemble le réactif pour ceux qui auraient du mal à démarrer. Alors, H2O, pas de problème. De l'autre côté, c'est du butane. Butane 4 carbone. Carbone 2, il y a un brome et il y a un phényl. Je vous rappelle qu'un phényl, c'est un cycle benzénique. On note pH. 2R, on a la configuration absolue, donc on classe les substituants. Le brome est 1, le phényl est 2 parce que le carbone est lié à un carbone, un deuxième carbone et puis un carbone fantôme à cause de la doublon. Donc on peut dire que le carbone est lié à 3 carbones. Celui-là, il y a un carbone, donc il va passer en 3, et celui-là, c'est un CH3, donc il va passer en 4. Donc le substituant 4, ah zut, il est dans le plan, c'est pas facile. Alors si, on peut le faire, hein, on met le CIP dans le plan, et on commence en avant, on va en arrière, et on revient de ici, oui, ça tourne vers la droite, c'est bien grand R, c'est peut-être pas très facile à voir. Donc éventuellement une petite rotation pour mieux voir, on met le 4 en arrière, donc le brome vient en bas, en avant, et le phényl bascule en haut. Et là on voit mieux, le brome est en 1, 2, 3, ça va bien vers la droite, c'est bien la configuration grand R. Le carbone qui porte le brome, il y a 3 carbones, classe 3. Classe 3, ça va être SN1. Donc on va passer par un carbocation de classe tertiaire, qui sont les carbocations les plus stables. Donc à vous de trouver le mécanisme, je vous ai mis les étapes, puis il y en a 3. Mécanisme en 3 étapes. Ah, c'est un peu différent de ce qu'on vient de voir, puisqu'on a le mécanisme SN1, on n'avait que 2 étapes. Donc pourquoi dans ce mécanisme, à vous de trouver, j'ai besoin de 3 étapes. Voilà. Je vous laisse réfléchir un petit peu. Je veux 3 étapes pour cette SN1, en passant par un carbocation.
Monsieur, il y a quelqu'un? Ok. Excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon micro. Ah, J'en étais où? Du coup, la 1, c'était bon? Vous avez entendu? c'est pas bon. Non. On n'a rien entendu depuis longtemps, oui. Eh ben, faut me le dire! Oh là là! Vous inquiétez, vous comprenez pas. Mais vous avez pas vu défiler l'écran? Ah. Bon, alors, je reprends où? Ça, vous avez entendu ou pas? Non. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas entendu depuis que vous aviez, enfin, avant que vous dégagiez la une. Bon. Alors, vous avez réussi à écrire le réactif avec la configuration, en faisant attention que le phényl, il a un carbone, deux carbones et puis une liaison double, donc un carbone fantôme. Donc c'est le substituant 2. Ici, comme le CH4 est dans le plan, c'est un peu délicat. On peut y arriver quand même en mettant l'œil CIP dans le plan à droite. Il voit en avant, puis en arrière, puis 3, ça tourne bien vers la droite. Oui, si on y arrive.
Ou sinon, on fait une petite rotation pour amener le CH4, le CH3 vers l'arrière. Donc, on voit bien une configuration R. Notre réactif est mis dans l'eau. L'eau est un solvant polaire ionisant, donc la liaison carbone-brome, qui est déjà polaire, delta-, delta+, vous pouvez rajouter des polarités, se casse. Le brome part avec le doublet, sous forme de bromure, et on forme un carbocation. Ce carbocation est de classe 3, il est lié à 3 carbones, et en plus, il est stabilisé par conjugaison, puisqu'on a un enchaînement lacune, sigma, pi. Donc vous vérifierez que vous savez écrire des formes mésomères de ce truc-là, vous en avez 3 à écrire. Un carbocation tertiaire et conjugué, c'est le plus stable possible. On ne peut pas mieux faire. Ce carbocation est un électrophile, vous pouvez rajouter ici une lacune électronique, donc un acide de Lewis, donc un électrophile. Voit dans le milieu un nucléophile, alors soit Br- et on repart en arrière, soit H2O, et il se passe une nouvelle chose, c'est intéressant, on crée une liaison CO. Voilà, j'ai créé une liaison CO. Le carbocation étant localement plan, ça attaque soit par devant, soit par derrière, avec la même probabilité. Donc 50-50, on va former ces deux produits. Ces produits, non, c'est pas des produits, c'est deux intermédiaires réactionnels. Pourquoi ce ne sont pas des produits? Parce que c'est un peu bizarre ce truc-là, non? Alors ça ressemble à quoi? Ça vous fait penser à quoi cette molécule? Un oxygène chargé plus, avec 3 liaisons. Ça ressemble à quoi? H3O+. H3O+. H3O+, c'est quoi dans l'eau? Sa réactivité principale? H3O+, dans l'eau, c'est Un acide. un acide. C'est le meilleur acide présent, c'est un acide fort. Donc ce truc-là qui ressemble à H3+, doit être un acide fort. Et ben voilà la troisième étape, c'est simplement ça. C'est un acide fort qui, dans l'eau, se déprotonne. Alors attention, chimie organique, ça s'écrit comment une déprotonation? La base vient chercher le H delta+, l'oxygène récupère un doublet, et revient à 2 doublets, et on libère H3O+. En l'occurrence, c'est un acide plus fort qu'H3O+, celui-là. Donc on obtient un alcool, plus son énantiomère, le H est soit devant, soit derrière. Donc un mélange racémique de 2 alcools. Donc il y a 3 étapes. Pourquoi? Parce que le nucléophile n'est pas chargé. Donc quand un nucléophile n'est pas chargé, il y a une étape supplémentaire à la fin de déprotonation. Donc réaction AB, acide-base. Ici, déprotonation par l'eau. Et c'est pas par Br-, attention, parce que Br- dans l'eau est une base indifférente. HBr est un acide fort, Br- est une base indifférente. Donc une base moins bonne que H2O. Donc l'équation bilan, on a utilisé un dérivé bromé, on a utilisé une molécule d'eau comme nucléophile et une deuxième comme base. On a fait un alcool et on a libéré un H3O+, et un Br-. Donc voilà l'équation bilan. Donc on somme 2 équivalents d'eau pour un équivalent de composé organique. On obtient un alcool plus moins, ou DL, un mélange racémique, dextrogir, lévogir. Donc du moment que c'est un mélange racémique, on n'est pas obligé de préciser la configuration, on met juste ici une petite étoile pour dire il y a un carbone asymétrique, mais il y a les deux. Voilà. Et cette réaction, on l'appelle hydrolyse du RBR. Hydrolyse veut dire coupure par l'eau. Coupure de la liaison carbone-brome sous l'effet de l'eau, et du coup remplacement de la liaison carbone-brome par une liaison OH. Donc c'est l'hydrolyse d'un dérivé bromé. Il y avait une dernière petite question dans ce cadre. Est-ce que vous pouvez prévoir une méthode expérimentale pour faire le suivi cinétique de cette réaction? Comment suivre l'avancement de la réaction? Vous vous rappelez des TP de cinétique que vous avez fait en virtuel?
Par titrage? J'ai pas entendu. Par titrage? Je comprends pas. Par quelle technique? Alors, se composer. Est-ce qu'il s'absorbe dans l'UV visible, par exemple? Peut-être. Ouais, il y a un phényl, ça absorbe dans l'UV, ça peut-être. Visible, ça m'étonnerait. Donc, composer incolore. Mais ça libère comme produit des ions. Ah, donc, qu'est-ce qu'on pourrait suivre là? Si ça libère des ions, que le milieu devient... Conductivité. Yes, plus conducteur, donc par conductimétrie. Donc en suivant la conductivité de la solution, on en déduit la concentration d'H3+ et de Br- dans le milieu, donc la concentration de produit. Et donc, on peut suivre l'avancement de la réaction. Et bien, cette réaction, en fait, c'est la réaction support du TP conductimétrie que vous avez fait en confiné, si vous vous rappelez. Donc vous pouvez le regarder, c'était une réaction de substitution nucléophile SN1 qui suivait ce mécanisme. Voilà, et bien écoutez, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc vous avez plein de corrigés à regarder, des corrigés de thermo, des corrigés du TP extraction, des corrigés du TD Alcène. Donc normalement vous en avez par-dessus la tête du travail. Je reste à votre disposition pour des questions, sinon on s'arrête là. Monsieur, Oui, par rapport à ce mécanisme, en fait, à l'étape 2, moi j'avais fait réagir H2O avec le brome et ça me donnait un HO-. Est-ce qu'on aurait pu faire comme ça ou ah, forcément alors toi tu voulais faire Br- plus H2O donne HBr plus HO-. Donc ça veut dire que tu connais pas bien tes pKa. Parce que HBr est un acide fort. Donc il n'existe pas dans l'eau. Donc Br- est une base indifférente. Une base indifférente ne réagit pas avec l'eau. Donc Br- plus H2O donne HBr plus HO- est strictement interdit. D'accord. Tu places sur une échelle de pKa tes couples. Alors je vais essayer de le faire, tiens. Si j'y arrive. Hop. On va se mettre ça. Hop, insertion. Donc si ça vous intéresse, vous restez en ligne. Sinon, vous pouvez vous déconnecter. Je ne me vexerai pas. Tac. Voilà. Alors, on va mettre HBr. Alors, il est où? Donc, les bases et les acides. Alors, celui-là, on va le mettre là. On va mettre les bases. Donc, HBr. Pop, pop, pom. H3O+. HBr est plus fort que H3O+. Donc, dans l'eau, il n'existe pas. H2O. Voilà, pour les acides. Br-, là. H2O et HO-. D'accord? Donc ça, c'est sur une échelle de pKa. Donc la réaction HBr plus, toi tu voulais faire, H2O plus Br-. Donc H2O, le moins bon acide dans le milieu, plus Br-, une base indifférente. Hein, tu voulais faire un gamma inverse, là, tac. Donne un acide fort plus une base forte. Donc un très mauvais acide plus une base indifférente donne un acide fort plus une base forte. C'est pas possible. C'est l'inverse qui se passe. HBr plus HO- donne Br- plus H2O. Et l'inverse n'est pas possible. D'accord? Donc s'il y avait une réaction à écrire, il faudrait écrire HBr plus H2O donne
BR- plus au plus. Oui, ça d'accord. Zut. Évidemment, il a changé de ligne. Tac, voilà. Donc ça, ok. Mais c'est la seule réaction qu'on pourrait écrire. HBr plus H2O, BR- plus H3 plus, oui. Un gamma direct, là d'accord. Mais BR- plus H2O, non. Clairement non. Donc BR- est une base indifférente. Ça marche? Oui, d'accord. Merci. Ok. Voilà, bah, ça sera le mot de la fin peut-être. Moi, j'avais une question. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter pourquoi vous avez dit qu'on pouvait faire un suivi par conductimétrie, s'il vous plaît? Parce qu'on forme des ions, et donc quand on forme des ions dans un milieu, la conductivité du milieu augmente. Et la Ah, ok. conductivité est proportionnelle à la concentration. Donc si tu suis la conductivité en fonction du temps, bah, tu as accès à la concentration en fonction du temps, à une constante multiplicative près. Ok. Merci. Bonne soirée. Au revoir, à demain. Merci, au revoir. Au revoir.